Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Pas une fiction, mais une histoire vraie. Celle d'un homme qui, sans bruit, sans tambour, sans trompette, a touché des millions d'âmes avec sa seule voix, sa guitare et des mots choisis avec le cœur. Un homme à moustache, en apparence bourru, mais infiniment tendre. Un poète populaire, un artisan du verbe, un amoureux de la liberté. Et cette histoire, elle commence dans un lieu presque invisible. Une cabane, une simple cabane en bois, au fond d'un petit jardin parisien. Un abri modeste, posé entre la vigne vierge et les outils du jardin. C'est là, à quelques mètres des bruits de la ville, que Georges Brassens a écrit les chansons qui allaient traverser le temps. Alors, installez-vous, laissez votre souffle ralentir, fermez les yeux si vous le souhaitez, et écoutez l'histoire d'un homme libre et de la cabane qui lui a permis de le rester. Georges Brassens est né à Sète, dans l'Hérault, un jour d'automne 1921. La ville est cernée par l'eau, la mer Méditerranée d'un côté, l'étang de Thau de l'autre. Et entre les deux, un labyrinthe de canaux, de barques colorées et de quais bordés de filets de pêche. Là-bas, tout est lumière. Le ciel, souvent bleu, éblouit. Le sel colle à la peau. Et les odeurs se mêlent. Poisson frais, figues chaudes, fenouil sauvage, linge propre. Dans cette ambiance méditerranéenne, Georges grandit dans une famille modeste. Son père, Jean-Louis, est maçon, militant libertaire, un homme de peu de mots, mais d'une grande rigueur. Sa mère, Elvira, est piémontaise, très croyante, passionnée d'opéra. Elle chante Verdi en faisant la cuisine, vêtue de noir comme le veut la tradition italienne. Chez les Brassens, on lit beaucoup, on discute politique, on respecte la parole. Mais Georges, dès l'enfance, semble déjà ailleurs. Il est solitaire, contemplatif, il préfère les livres aux jeux de rue. Un jour, un oncle lui offre un recueil de poésie. Ce fut comme une déflagration. Il découvre Villon, La Fontaine, Hugo. Les vers le hantent, il commence à écrire. Des rimes, des images. Pour lui, c'est déjà un monde entier qui s'ouvre. Adolescent, il se forge une morale. Ne jamais mentir, ne jamais trahir ses valeurs et ne jamais renoncer à la liberté de penser. Il y ajoutera plus tard et ne jamais se prendre au sérieux. À cette époque, il passe aussi de longues heures sur la plage, face à la mer. Il observe le va-et-vient des vagues comme on lit une phrase. Il aime les chats, les vieux, les mots usés. Tout ce que le monde oublie, lui le recueille. Un air, un mot, un silence, tout peut devenir chanson. En 1940, Georges a 19 ans. La guerre est là, l'armistice est signé. La France est coupée en deux et les rêves d'écriture semblent bien loin. Mais Georges décide de partir à Paris. Il veut écrire,
pas pour devenir célèbre, mais parce que les mots sont, pour lui, une manière d'habiter le monde. Il monte donc dans un train avec un sac et quelques manuscrits. À Paris, il loge d'abord chez une tante, puis, au hasard d'une rencontre, il fait la connaissance de Jeanne et Marcel Planche. Ce couple, sans fortune, vit dans le 14e arrondissement. Ils tiennent un pavillon modeste, avec un jardin en pente, une glycine et un vieux cabanon au fond. Ils voient en Georges un fils qu'ils n'ont jamais eu. Ils lui proposent de s'installer chez eux et de faire de la cabane son lieu d'écriture. Il accepte. Ce modeste abri deviendra, pour 20 ans, le centre du monde de Georges Brassens. La cabane est minuscule. 2,50 m sur 2,50 m. Un plancher grinçant, un toit de tôle, un poêle à charbon pour l'hiver, une petite fenêtre donnant sur le ciel. Mais pour Georges, c'est une cathédrale. Chaque matin, il se lève tard. Il ne se presse jamais. Il boit un café avec Jeanne, puis s'en va doucement vers sa cabane. Là, il s'installe, un cahier, un stylo, parfois une machine à écrire. La guitare, toujours près de lui, il gratte, médite, griffonne, rature. Ces chansons naissent de la lenteur, du silence, d'une observation aiguë du monde. Il parle des marginaux, des prostituées, des ouvriers, des poivreaux, des gens simples qu'il considère comme ses frères. Il réinvente la langue, mêle argot et classicisme. Son inspiration vient autant de Paul Fort que des copains du café. Il répète les mots à voix basse, les murmure, les chante. À force d'essais, une chanson naît. Certaines prennent des mois, d'autres une nuit. Mais toutes sont passées par la même exigence, être sincère. Georges refuse les compromis. Il ne cède rien à la mode. Il refuse de se produire avec un orchestre. Il reste seul, avec sa guitare et son contrebassiste, Pierre Nicolas. Il aimait aussi flâner dans le jardin, regarder les feuilles tomber, écouter les moineaux, parler aux chats. Le monde ne le distrayait pas, il l'absorbait. Il notait tout, les gestes d'un passant, un mot de travers, une lumière sur un mur. Tout pouvait devenir chanson, si le cœur était juste. Et toujours, à la fin de la journée, il revenait au jardin, prendre l'air, discuter avec Jeanne, rire un peu. La gloire viendra, mais lui ne changera pas. Au début, Brassens est censuré. Ses textes sont jugés provocants. Il chante le gorille, hécatombe, la mauvaise réputation. Des chansons qui font rire, mais qui dérangent. On le traite d'anarchiste, de sale gosse. Des stations refusent de le diffuser. Des salles ferment leurs portes. Mais Brassens s'en moque, il continue. Il doute parfois, bien sûr, mais il n'est pas un homme d'armure. Il est un cap, et surtout, il a sa cabane. Là, il trouve la paix. Là, il peut écrire, protégé des regards, loin des rumeurs. Il est fidèle à Jeanne et Marcel. Il les appelle la Jeanne
et tonton Marcel. Il le restera reconnaissant toute sa vie. Quand il gagne ses premiers sous, il les partage. Il ne cherche ni maison de luxe, ni studio d'enregistrement. Il vit sobrement, simplement. Et puis, le public l'adopte. Ses mots résonnent, ses chansons deviennent les compagnons de route. On les fredonne en famille, dans les bistrots, dans les manifestations. Il devient une légende vivante, mais garde la même vie. Il retourne à Sète chaque été. Il visite les amis, lit les poèmes et surtout continue à écrire dans sa cabane. Les jeunes artistes le respectent, il reste humble, il encourage mais ne conseille pas. Chacun doit suivre sa propre musique, dit-il. Il reçoit des prix, des distinctions, mais n'en parle jamais. Il préfère les arbres aux médailles. Il disait que les chansons sont comme des oiseaux. Elles viennent quand elles veulent et il faut les accueillir. Jusqu'à la fin de sa vie, il continue à écrire. Des chansons, des poèmes, des lettres. Il le savait mortel, mais il n'en faisait pas une tragédie. Il disait la mort, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on laisse. Aujourd'hui, la cabane de Brinsens n'est plus du tout à fait la même. Le jardin a changé, le temps a passé, mais quelque chose demeure, un parfum, une présence, un silence plein. On dit que la vérité ne fait pas de bruit, celle de Brassens non plus. Ces chansons vivent encore, elles nous apprennent à regarder les choses simples, à aimer sans condition, à se moquer gentiment du monde. Il n'a pas laissé un héritage de pierre ou d'argent, mais des mots qui soignent, qui rient, qui osent. Alors, si un jour vous doutez, si la vie vous semble trop bruyante, souvenez-vous de cette cabane, et peut-être, en fermant les yeux, entendrez-vous le grattement d'une plume sur le papier, le grincement d'une chaise en bois, la voix d'un homme qui chantait juste, même s'il n'était pas toujours dans la bonne note. Et ce soir, qui sait, vous aussi pourriez écrire quelques vers, des vers pour rire, pour pleurer, pour aimer, car chaque cœur, au fond, a sa propre cabane, et chaque vie peut être une chanson. Prenez le temps de l'écouter. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, et à bientôt.